Mes parents ont fait emménager ma sœur et ses enfants dans ma maison pendant que j'étais à l'étranger, arguant, tu l'utilises à peine. Et ont remplacé les serrures. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà autorisé mon agent immobilier à son visage à pâli. Je m'appelle Solange, j'ai 34 ans, et l'année dernière, je suis rentré d'une mission de travail de 6 mois au Japon pour découvrir que ma clé ne fonctionnait pas dans ma porte d'entrée. Quand j'ai frappé, mon neveu Jacques, 7 ans, a répondu. À l'intérieur de ma maison méticuleusement décorée, j'ai trouvé ma sœur récemment divorcée, Camille, vivant avec ses enfants, mes meubles réarrangés, les murs repeints et ma chambre parentale occupée. Mes parents lui avaient donné mon double de clés, affirmant, de toute façon, tu n'utilises pratiquement pas cette grande maison. Cette trahison m'a anéanti. Avant de vous raconter comment j'ai découvert que ma famille avait complètement trahi ma confiance pendant que j'étais à l'étranger, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si votre famille a déjà profité de votre générosité. Ma relation avec ma famille avait toujours été ce que j'appellerais compliquée mais fonctionnelle. Nous célébrions les fêtes ensemble, partagions des dîners du dimanche occasionnels et maintenions l'apparence d'une unité soudée aux yeux des étrangers. Mais sous cette apparence, il y avait toujours des problèmes de limite, particulièrement entre ma sœur cadette, Camille, et moi. En grandissant, j'étais la responsable. Tandis que Camille comptait sur les dépannages constants de nos parents, j'ai travaillé à temps partiel pendant mes études universitaires, épargné agressivement et construit ma carrière de consultante en entreprise méthodiquement sur 12 ans. À 30 ans, j'avais réussi à économiser suffisamment pour un apport personnel sur la maison de mes rêves. Une belle maison de caractère de 3 chambres dans une banlieue calme, avec un espace de jardinage qui est rapidement devenu mon sanctuaire. La maison représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé, la stabilité, l'indépendance et un endroit qui était vraiment le mien. J'ai passé des week-ends à installer des bibliothèques encastrées, à rénover les parquets en bois dur et à créer un magnifique jardin avec des roses, des hortensias et une petite section d'herbes aromatiques qui approvisionnait ma cuisine. Chaque recoin reflétait ma personnalité et mon travail acharné. Mon bureau à domicile donnait sur le jardin, offrant l'endroit d'inspiration parfait pour mes projets de consultation. Pendant ce temps, la vie de Camille a pris un chemin différent. Elle a épousé son petit ami de lycée, Thomas Dubois, après l'obtention de son diplôme, a eu 2 enfants à 25 ans, Jacques, maintenant âgé de 7 ans, et Léa, âgée de 5 ans et n'a jamais terminé ses études. Leur mariage avait toujours été mouvementé, avec le chômage périodique de Thomas et les habitudes de dépenses de Camille créant un stress financier constant. J'ai perdu le compte du nombre de fois où mes parents les ont dépannés. Lorsque Thomas a finalement demandé le divorce l'année dernière, invoquant des différences irréconciliables, Camille a été prise au dépourvu. Bien que n'importe qui d'attentif aurait pu le voir venir, elle, d'une certaine manière, ne l'a pas vu. Sans carrière solide ni économie, elle s'est retrouvée dans une situation financière précaire. Les procédures de divorce ont traîné en longueur, les arrangements de garde et les règlements financiers restant litigieux. Mes parents, Martine et Philippe, se sont immédiatement ralliés autour de Camille, comme ils l'avaient toujours fait. Mais cette fois, leurs attentes concernant mon implication ont atteint de nouveaux sommets. C'est ta sœur, disait ma mère lors de nos appels hebdomadaires, la famille doit rester unie pendant les moments difficiles. Et j'ai aidé. J'ai gardé Jacques et Léa certains week-ends pour que Camille puisse assister à des entretiens d'embauche. Je lui ai prêté de l'argent en euros pour une caution d'appartement après qu'elle a quitté la maison qu'elle partageait avec Thomas. J'ai même payé pour qu'elle suive des cours de formation pour améliorer ses perspectives d'emploi. Mais j'ai maintenu des limites claires. J'avais besoin de mon espace et de mon indépendance financière. Quand une opportunité prestigieuse s'est présentée au travail, diriger un projet de 6 mois avec notre bureau de Tokyo qui entraînerait probablement une promotion significative, j'ai sauté dessus. Le moment n'était pas idéal avec la situation de Camille, mais je ne pouvais pas la laisser passer. Mon patron a clairement indiqué que c'était une opportunité à saisir ou à laisser. « Es-tu sûr de devoir partir maintenant ?» a demandé ma mère quand j'ai partagé la nouvelle au dîner du dimanche. Camille a vraiment besoin de soutien en ce moment. Cet appartement qu'elle a trouvé est minuscule pour elle et les enfants. Maman, c'est une opportunité qui va définir ma carrière, j'ai expliqué. De plus, j'ai déjà plus aidé Camille que quiconque en dehors de toi et papa. Mon père a hoché la tête à contre-cœur. Nous comprenons, Sol. C'est juste que la famille devrait passer avant tout. Et cette maison à toi reste la plupart du temps vide pendant que tu es au travail toute la journée, de toute façon. J'aurais dû reconnaître le regard calculateur qui a passé entre mes parents, mais j'étais trop excité par le Japon pour le remarquer.
J'ai pris des dispositions minutieuses pour mon absence. J'ai embauché Amélie, une étudiante diplômée, pour garder la maison, arroser mes plantes et réexpédier mon courrier. J'ai donné la permission à mon ami agent immobilier, Marc, de passer occasionnellement vérifier l'extérieur. J'ai mis en place des paiements automatiques pour mon hypothèque et mes services publics. J'ai même créé une liste détaillée de contacts d'urgence, laissant une clé de rechange à Amélie et notant que Marc avait un accès d'urgence si nécessaire. La veille de mon vol, ma mère a appelé avec une demande inhabituelle. Sol, peux-tu nous déposer ton double de clé de maison avant de partir, juste au cas où il arriverait quelque chose avec ta gardienne de maison? J'ai déjà donné le double à Amélie, et Marc a un accès d'urgence, j'ai expliqué. Mais nous sommes la famille, ma mère a insisté. Et s'il y a une fuite d'eau ou quelque chose et que nous devons entrer rapidement? Nous ne sommes qu'à 20 minutes. Pour maintenir la paix, j'ai cédé et leur ai donné l'emplacement de la clé cachée dans mon garage, destiné uniquement aux urgences extrêmes. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'ils interpréteraient le mot « urgence » de manière si libérale. Alors que je montais dans mon avion pour Tokyo, j'étais convaincu que tout était sous contrôle. Je n'avais aucune idée qu'en quelques semaines, ma vie soigneusement structurée serait complètement bouleversée par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Après 5 mois et demi de travail intense à Tokyo, des nuits tardives, des ajustements culturels et la pression constante de devoir faire mes preuves, j'ai réussi à terminer le projet en avance. Mon patron était ravi, l'équipe japonaise impressionnée, et j'ai non seulement obtenu la promotion que je voulais, mais aussi une réputation de personne capable de gérer les défis internationaux. J'étais au comble de la joie en montant dans mon avion de retour, une semaine plus tôt que prévu. Le vol de 13 heures m'a donné amplement le temps de rêver de dormir dans mon propre lit, de m'occuper de mon jardin et de profiter de la solitude paisible de ma maison. Je n'avais dit à personne que je rentrais tôt, pensant profiter de quelques jours de paix avant de replonger dans les obligations familiales et les réunions de travail. Le premier indice que quelque chose n'allait pas est apparu lorsque mon taxi a tourné dans mon allée. Les rideaux de la fenêtre de mon salon étaient différents à un imprimé floral au lieu du bleu marine uni que j'avais laissé. Un instant, je me suis demandé si j'étais à la mauvaise maison, mais les chiffres en laiton à côté de la porte ont confirmé que c'était bien mon adresse. C'est étrange, ai-je murmuré en traînant ma valise sur le chemin d'entrée. Peut-être qu'Amélie avait fait quelques changements décoratifs? Je ne l'avais pas spécifiquement interdit, même si cela me semblait bizarre qu'elle remplace mes rideaux sur mesure. J'ai inséré ma clé dans la serrure de la porte d'entrée, mais elle ne tournait pas. J'ai réessayé, la faisant bouger légèrement, mais la clé ne rentrait décidément pas. Mon pouls s'est accéléré alors que j'envisageais les possibilités. Les serrures avaient-elles été changées à cause d'une effraction? Amélie avait-elle rencontré un problème dont elle ne m'avait pas parlé? Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai posé mes bagages et frappé fort. Épuisé par le décalage horaire et de plus en plus inquiète, j'étais sur le point d'appeler Marc lorsque la porte s'est ouverte. Je me suis retrouvé à regarder mon neveu Jacques, le visage maculé de ce qui ressemblait à de la glace au chocolat. « Tante Sol » s'est-il exclamé, apparemment pas surpris de me voir. « Maman, Tante Sol est là. » Je suis resté figé sur le pas de ma propre porte, incapable de comprendre ce qui se passait. Avant que je puisse formuler une question cohérente, Camille est apparue derrière Jacques, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un de mes pulls universitaires. Elle avait l'air décontractée, comme si cette situation était complètement normale. « Nous ne t'attendions pas avant la semaine prochaine », a dit Camille. « Camille, j'ai réussi », ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» Elle s'est écartée, me faisant signe d'entrer dans ma propre maison. C'est un peu en désordre en ce moment. Nous n'attendions pas de visite. Je suis entré dans ce qui était autrefois mon salon immaculé. Les meubles avaient été réarrangés pour accueillir une grande télévision que je ne reconnaissais pas. Mes bibliothèques soigneusement organisées étaient maintenant à moitié vides, avec des jouets d'enfants occupant les espaces où se trouvaient mes souvenirs de voyage. Les murs, autrefois d'un vert sauge sophistiqué, étaient maintenant peints d'un jaune vif. Qu'est-il arrivé à ma maison, j'ai demandé, mon choc se transformant rapidement en colère. Et pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas? Camille a eu la décence d'avoir l'air légèrement embarrassée. Oh, à ce sujet. Nous avons dû changer les serrures après que Jacques a perdu ma clé au parc. Mesure de sécurité, tu sais. J'en ai une nouvelle pour toi quelque part. Elle a fouillé dans un tiroir de ce qui était autrefois ma table d'entrée soigneusement organisée, maintenant encombrée de courriers, d'avis scolaires et de jouets aléatoires. Camille, j'ai dit lentement,
essayant de garder mon calme. Tu n'as toujours pas expliqué pourquoi tu vis dans ma maison. Maman et papa ne t'ont pas dit, elle a répondu, l'air sincèrement surprise. Ils ont dit que c'était bon. L'appartement que j'avais loué était terrible. De la moisissure dans la salle de bain et des voisins bruyants. Quand ils ont appris qu'Amélie arrêtait le travail de gardienne, ils ont suggéré que je reste ici à la place. Cela avait parfaitement du sens puisque tu ne l'utilisais pas. Amélie a arrêté. C'est la première fois que j'en entends parler. Oui, il y a environ 4 mois. Quelque chose à propos d'une opportunité de recherche en Californie. Maman et papa ont dit qu'ils te le diraient. Ma tête tournait. Depuis des mois, Camille vivait dans ma maison depuis 4 mois, sans ma connaissance ni ma permission. Où sont mes affaires, j'ai demandé, remarquant de plus en plus d'objets manquants ou déplacés. Oh, nous avons dû faire de la place pour nos affaires, a dit Camille avec désinvolture. La plupart de tes affaires sont dans le garage ou dans la chambre d'amis. Nous avions besoin de la chambre parentale à cause de mes problèmes de dos. Ce lit d'appoint était juste trop petit. J'ai monté les escaliers, redoutant ce que j'allais trouver. Ma belle suite parentale, autrefois mon sanctuaire personnel avec ses meubles et sa literie soigneusement choisie, avait été complètement transformée. Les vêtements de Camille débordaient de mon placard. Le comptoir de la salle de bain était encombré de son maquillage et de ses produits capillaires. Des dessins d'enfants étaient scotchés au mur, et un petit matelas sur le sol indiquait que Léa y dormait aussi. Nous avons mis la plupart de tes vêtements dans des bacs de rangement, a appelé Camille du bas des escaliers. Ne t'inquiète pas, tout est en sécurité. J'ai ouvert la porte de ce qui avait été mon bureau à domicile. Le bureau où j'avais construit ma carrière était maintenant enterré sous des jouets et des livres d'enfants. Mon ordinateur était introuvable. Les étagères encastrées que j'avais installées moi-même contenaient maintenant la collection de romans d'amour et de livres de développement personnel de Camille. Quand je suis redescendu, j'ai trouvé Camille dans la cuisine, faisant calmement un sandwich comme si de rien n'était. Maman et papa ont dit que c'était bon puisque tu n'utilises pratiquement pas cette grande maison de toute façon, a-t-elle répété, coupant un sandwich au beurre de cacahuète en triangle pour Léa, que je remarquais maintenant assise à ma table de salle à manger, coloriant ce qui semblait être un document de travail important que j'avais laissé. « Où est ton téléphone ?» j'ai demandé, ma voix étrangement calme malgré la rage qui montait en moi. « J'ai besoin d'appeler nos parents. » Le téléphone a sonné 3 fois avant que ma mère ne réponde, sa voix joyeuse. « Camille, comment vont les enfants aujourd'hui ?» « C'est Sol, maman, j'ai dit, ma voix tendue par une colère contenue. J'appelle de ma maison où je viens de trouver Camille et ses enfants en train de vivre. Pourriez-vous expliquer ? Il y eut un silence momentané avant que ma mère ne réponde, son ton passant de la surprise à la défensive. Solange, tu es revenue tôt. Nous allions t'appeler la semaine prochaine pour discuter de l'arrangement. L'arrangement, j'ai presque crié. Il n'y a pas d'arrangement. Tu as donné à ma sœur accès à ma maison sans ma permission alors que j'étais hors du pays. Maintenant, Sol, la voix de ma mère a pris ce ton apaisant que j'avais entendu toute ma vie quand elle essayait de gérer une de mes réactions excessives. Tu dois te calmer et regarder cela raisonnablement. Camille avait besoin d'aide après que cet horrible appartement se soit avéré avoir de la moisissure noire. Les enfants tombaient malades et ta maison était juste là, vide. Ma maison n'était pas vide, maman. J'ai engagé Amélie pour la garder. Cette fille était complètement peu fiable, la voix de mon père a soudainement rejoint la conversation. Il m'avait mise sur haut-parleur. Elle prévoyait de partir pour un programme de recherche. Nous avons simplement fourni une meilleure solution. L'avez-vous poussée à partir, j'ai demandé, reliant soudainement les points. La pause révélatrice a confirmé ma suspicion avant que mon père ne réponde. Nous avons simplement souligné que ta sœur pourrait mieux prendre soin de l'endroit, étant de la famille et tout ça. Et vous n'avez pas pensé à me consulter sur cette décision concernant ma maison que j'ai payée ? Honnêtement, Solange, ma mère a soupiré dramatiquement. Tu as toujours été si rigide avec tes affaires. Nous savions que tu ferais des histoires, même si c'est la bonne chose à faire. Ta sœur n'a nulle part où aller, et tu as cette grande maison pour toi toute seule. C'est égoïste. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. Après tout ce que j'avais fait pour aider Camille au fil des ans, on me traitait d'égoïste parce que j'attendais de rentrer chez moi. Et les rapports de Marc, j'ai demandé, me souvenant de mon ami agent immobilier qui était censé surveiller la propriété. Il n'a jamais mentionné que Camille vivait ici. Il ne passait que pour vérifier l'extérieur, a expliqué mon père.
Nous lui avons dit que tout allait bien chaque fois qu'il appelait. La trahison s'est approfondie. Ils avaient délibérément intercepté les communications pour me tenir dans l'ignorance. Depuis combien de temps Camille vit-elle ici, j'ai exigé. Environ 4 mois, a admis ma mère. Ça marche à merveille. Les enfants adorent avoir une cour pour jouer. Et honnêtement, seule, cette maison est de toute façon trop grande pour une seule personne. Pendant des mois, la même période que Camille avait mentionné. Il l'avait installée presque immédiatement après mon départ pour le Japon. Je veux que tout le monde soit parti d'ici demain, j'ai déclaré fermement. La réaction de mes parents a été immédiate et unifiée. C'est complètement déraisonnable, a tonné mon père. Où irait-il? Tu ne peux pas juste jeter ta sœur et ses enfants à la rue. C'est ma maison, je leur ai rappelé. Et aucun de vous n'avait la permission d'y être en premier lieu. Nous arrivons, a déclaré ma mère. Clairement, nous devons en discuter en famille. Nous apporterons le dîner. Avant que je puisse objecter, ils ont raccroché. Je me tenais dans ma cuisine, maintenant à peine reconnaissable avec les appareils dépareillés de Camille et les comptoirs encombrés, me sentant dans une étrange réalité alternative bizarre. Camille avait été étrangement absente pendant mon appel téléphonique, mais maintenant elle réapparaissait avec Léa et Jacques. Maman et papa viennent, a-t-elle demandé nonchalamment. Oui, j'ai répondu froidement. Il semble penser que nous avons besoin d'une discussion familiale sur cette situation. Super, a-t-elle dit joyeusement. Papa apporte la lasagne que tu aimes de chez Giovanni. Son indifférence était exaspérante. Camille, ne vois-tu rien de mal à emménager dans la maison de quelqu'un sans sa permission? Elle a eu la grâce d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Écoute, je sais que c'est non conventionnel, mais maman et papa m'ont assuré que tu serais d'accord. Nous sommes une famille après tout, et les enfants adorent ça ici. Jacques s'est fait des amis dans le quartier et l'école de Léa est juste en bas de la rue. L'école, j'ai répété. Tu as inscrit Léa à l'école en utilisant mon adresse? Eh bien, oui, a-t-elle dit comme si c'était évident. Le secteur scolaire ici est bien meilleur qu'où nous étions avant. J'ai massé mes tempes, sentant un mal de tête de stress se former. C'est incroyable. 2 heures plus tard, mon salon a accueilli le dîner de famille le plus tendu de ma vie. Mes parents sont arrivés avec la lasagne promise, agissant comme s'il s'agissait d'une réunion dominicale normale plutôt que d'une grave rupture de confiance. Solange, mon père a commencé après que nous ayons mangé dans un silence inconfortable. Nous comprenons que tu sois surprise, mais essaie de voir la situation dans son ensemble. Ta sœur avait besoin d'aide pendant une période difficile. Et je l'ai aidée, j'ai rétorqué. Je lui ai prêté de l'argent, gardé les enfants, payé ses cours. Mais cela ne vous donne à aucun d'entre vous le droit d'emménager dans ma maison sans permission. Ce n'est qu'une maison, ma mère a balayé d'un revers de main. La famille est ce qui compte. Camille et les enfants avaient besoin de stabilité. Si la famille compte tant, pourquoi ne les avez-vous pas accueillis chez vous, j'ai lancé. Mes parents ont échangé des regards. Notre maison n'est plus adaptée aux enfants, a affirmé mon père. Ta mère a transformé les chambres d'amis en ses espaces de loisirs il y a des années. Et ta maison est tellement plus grande, a ajouté ma mère. Cela n'a aucun sens qu'elle reste vide quand la famille en a besoin. Elle n'était pas vide. J'y vivais. J'y vis toujours, j'ai insisté. Mais tu es parti pendant 6 mois, a interjecté Camille. Et tu n'es pratiquement jamais à la maison de toute façon, avec tous tes voyages de travail et tes nuits tardives au bureau. Cela n'en fait pas moins ma maison, que j'ai payée, j'ai dit à travers des dents serrées. Ma mère a tendu la main sur la table pour me tapoter la main d'un air condescendant. Ma chérie, personne ne conteste que tu possèdes la maison. Nous disons simplement que partager est la bonne chose à faire dans cette situation. Partager impliquerait de me demander d'abord, j'ai souligné. Eh bien, maintenant que tu es de retour, a dit mon père comme s'il offrait un compromis généreux. Toi et Camille pouvez vivre ici ensemble. Il y a beaucoup de place pour tout le monde. Je l'ai regardé avec incrédulité. Vous vous attendez à ce que je partage ma maison avec Camille et ses enfants indéfiniment? Juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied, m'a assuré ma mère, bien que son calendrier vague ne m'ait pas du tout réconforté. Et où suis-je censé dormir? Camille a pris ma chambre. La chambre d'amis est parfaitement bien, a gentiment proposé ma sœur. Nous y avons gardé la plupart de tes affaires de toute façon. La conversation a continué dans cette veine pendant une autre heure.
Ma famille était unie dans sa conviction que j'étais déraisonnable de vouloir récupérer ma propre maison, tandis que je devenais de plus en plus frustré par leur incapacité à voir la violation fondamentale de mes limites. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste, a finalement lâché ma mère quand je suis resté ferme. Qu'est-ce que cela a à voir avec cette situation? Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant, j'ai demandé, sincèrement confuse. La famille prend soin de la famille, a déclaré mon père comme s'il récitait une loi irréfutable. Ta mère et moi avons tant sacrifié pour vous, les filles. Maintenant, c'est à ton tour de sacrifier pour ta sœur. En abandonnant ma maison sans même être consulté, j'ai lancé. Si c'est ce qu'il faut, oui, a-t-il répondu sans hésitation. En tant que parent, nous attendions mieux de toi, Solange. Camille traverse un divorce avec 2 jeunes enfants. Où est ta compassion? Le chantage émotionnel était si flagrant qu'il aurait été risible s'il n'avait pas été si efficace. Bien que je sache que j'avais raison, j'ai ressenti cette familière pointe de doute. Étais-je égoïste? Devrais-je simplement accepter cette invasion comme mon devoir familial? Alors que la soirée se terminait sans résolution, mes parents ont clairement exprimé leur position. Si je forçais Camille et les enfants à partir, je romprais ma relation avec toute la famille. Réfléchis bien à ce qui compte le plus, a averti ma mère alors qu'ils se préparaient à partir. Ta précieuse maison ou ta famille? Avec cet ultimatum suspendu dans l'air, j'ai réalisé que je n'avais nulle part où dormir cette nuit-là dans ma propre maison. La chambre parentale était occupée par Camille. La chambre d'amis était remplie d'affaires déplacées et de bacs de rangement, et la 3e chambre avait été transformée en salle de jeu pour les enfants. Je vais prendre un hôtel pour ce soir, ai-je annoncé en attrapant ma valise toujours pleine. Mais cette conversation n'est pas terminée. Alors que je me rendais à l'hôtel le plus proche, le poids de la trahison pesait lourdement sur ma poitrine. Ma famille avait complètement ignoré mes limites, ma propriété et mes sentiments, et d'une manière ou d'une autre, j'étais la méchante de leur histoire. Le lit d'un hôtel confortable était assez confortable, mais le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais une autre image de ma maison transformée, dessins d'enfants scotchés sur mes œuvres d'art soigneusement choisies, jouets éparpillés sur mes sols autrefois immaculés, mon sanctuaire personnel envahi et altéré au-delà de toute reconnaissance. Au matin, j'avais échangé une 12aine de messages textes de plus en plus houleux avec mes parents, qui restaient insensibles à mon point de vue. Arrête d'être dramatique, a écrit ma mère. Ce ne sont que des choses. La famille compte plus que les objets. J'ai décidé de retourner à la maison pendant que Camille emmenait les enfants à l'école, espérant évaluer l'étendue complète des changements sans public. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'avais initialement imaginé. Le placard de ma chambre avait été complètement vidé de mes vêtements pour faire de la place à la vaste garde-robe de Camille. Mes vêtements étaient en effet dans des bacs de rangement, comme elle l'avait affirmé, froissés, pliés à la hâte et empilés dans le garage, où ils avaient absorbé l'odeur d'huile de moteur et d'humidité. Dans ma salle de bain, j'ai découvert que mes produits de soins de la peau coûteux avaient été utilisés et non remplacés. Mon rideau de douche personnalisé avait disparu, remplacé par un thème de personnage de dessin animé qui ravissait les âmes et me faisait grincer des dents. Mais la pire découverte est venue lorsque j'ai ouvert ma boîte à bijoux, cherchant le réconfort du collier de perles de ma grand-mère, un héritage précieux que j'avais reçu après son décès. Le compartiment doublé de velours était vide. Le cœur battant, j'ai fouillé toute la chambre avant de trouver la collection de bijoux de Camille dans le tiroir de ma coiffeuse. Mélangé à ces bijoux fantaisie se trouvait le collier de ma grand-mère. 2 perles manquantes et le fermoir cassé. Les mains tremblantes, j'ai appelé Camille immédiatement. « Oh, ce vieux truc », a-t-elle répondu d'un air dédaigneux lorsque j'ai exigé une explication. Je l'ai emprunté pour un entretien d'embauche. Le fermoir était déjà lâche et il s'est cassé quand je l'ai enlevé. J'avais l'intention de t'en parler. Tu n'avais aucun droit de le toucher, j'ai dit, ma voix brisée. Ce collier venait de grand-mère. Il est irremplaçable. Ne sois pas si matérialiste, Sol, elle a soupiré. Ce n'est qu'un collier. De plus, nous sommes sœurs. Ce qui est à toi est à moi, non? Cette philosophie s'étendait apparemment à tout ce que je possédais. En poursuivant mon inventaire, j'ai trouvé de précieux souvenirs de mes voyages d'affaires internationaux endommagés ou manquants. Ma collection de livres de première édition avait été reléguée dans des boîtes en carton dans le garage, où des dégâts d'eau avaient ruiné plusieurs volumes. Mon bureau à domicile était méconnaissable, mon bureau rayé par des projets d'art d'enfant, mes dossiers désorganisés ou jetés. On a frappé à la porte,
interrompant mon inventaire angoissant. J'ai ouvert pour trouver ma voisine Monique, une enseignante à la retraite, qui avait arrosé mon jardin occasionnellement avant mon départ. « Solange, tu es de retour », s'est-elle exclamée. « Je pensais que tu ne reviendrais pas avant la semaine prochaine. Ta sœur a mentionné que tu avais prolongé ton séjour au Japon. » Un autre mensonge. « Non, mon projet s'est terminé plus tôt », j'ai expliqué, l'invitant à entrer par politesse malgré mon état émotionnel. « J'ai gardé un œil sur les choses », a dit Monique en s'installant sur mon canapé ou plutôt ce qui était autrefois mon canapé avant que Camille ne le recouvre d'une housse florale. Ta sœur et ses enfants semblent s'être bien installés en tant que copropriétaires. Copropriétaire, j'ai répété, les sonnettes d'alarme retentissant. Monique a hoché la tête. C'est ce que Camille a dit à l'association de quartier, que vous aviez toutes les deux décidé de copropriéter la maison, toi travaillant à l'étranger et elle gérant les choses ici. Elle a même assisté aux réunions à ta place. Les fausses déclarations s'accumulaient à un rythme alarmant. Après le départ de Monique, j'ai vérifié mon courrier et découvert d'autres nouvelles troublantes. Plusieurs factures de services publics étaient marquées, dernier avis, et il y avait une lettre de ma compagnie hypothécaire concernant des paiements manqués. J'ai immédiatement appelé la compagnie hypothécaire, seulement pour apprendre que les paiements automatiques que j'avais mis en place avaient été annulés il y a 3 mois. Quand j'ai vérifié mes opérations bancaires en ligne, j'ai constaté que l'argent que j'avais budgétisé pour les paiements hypothécaires était toujours sur mon compte. Camille ne m'avait pas volé directement, mais son incapacité à maintenir les arrangements de paiement que j'avais établis menaçait ma cote de crédit et potentiellement ma propriété de la maison. Plus inquiétante encore était la lettre d'une banque locale rejetant une demande de prêt sur valeur nette immobilière alors que je n'en avais jamais soumise. Apparemment, Camille avait tenté de contracter un prêt en utilisant ma maison comme garantie, falsifiant ma signature sur la demande. Seul le processus de vérification de la banque avait empêché la fraude de réussir. Alors que j'étais assise, entourée de preuves du mépris total de Camille pour ma propriété et ma vie privée, mon téléphone a sonné avec des SMS de mes parents me demandant si je m'étais calmée et si j'étais prête à discuter d'un arrangement raisonnable de cohabitation avec Camille. Le choc final est venu quand j'ai entendu une voix masculine dans l'allée. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Thomas, l'ex-mari de Camille, décharger des courses de sa voiture avec une familiarité qui suggérait que ce n'était pas sa première visite. Quand j'ai confronté Camille à ce sujet ce soir-là, elle a haussé les épaules. Il aide avec les enfants le week-end. C'est plus facile quand il reste plutôt que de faire des allers-retours. Tu as aussi eu ton ex-mari qui est resté dans ma maison. J'étais incrédule. Seulement dans la chambre d'amis, a-t-elle assuré comme si cela rendait la chose acceptable. Nous essayons de coparentalité efficacement. La confrontation a rapidement dégénéré, Camille devenant défensive, puis agressive. Tu as toujours été si égoïste, a-t-elle accusé. Je traverse la pire période de ma vie et tout ce qui t'importe, c'est ta précieuse maison et tes affaires. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de lutter comme moi. Tu as raison, j'ai répondu, ma patience ayant finalement craqué. Je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai fait des choix différents. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, y compris cette maison que tu as prise sans permission. Bien sûr, tu me jettes ça à la figure, a-t-elle crié. Juste parce que tu n'as pas d'enfant et de responsabilité qui te lient, tu penses que tu es meilleur que moi. Certaines d'entre nous n'ont pas eu le luxe de se concentrer uniquement sur leur carrière. Notre dispute est devenue assez forte pour réveiller les enfants, qui sont apparus dans l'embrasure de la porte, l'air confus et effrayé. En voyant leur visage, j'ai réalisé que cette confrontation ne mènerait à rien de productif. Je retourne à l'hôtel, j'ai dit en attrapant mon sac. Mais ce n'est pas fini, Camille. Mes parents ont appelé dans l'heure, ayant clairement entendu de Camille. Si tu forces ta sœur et ses enfants innocents à quitter cette maison, tu n'es plus notre fille, a déclaré mon père. La famille soutient la famille, Solange. Je ne t'ai pas élevée pour être si froide. Et on ne m'a pas élevé pour que mes limites soient complètement ignorées, j'ai rétorqué, bien que ma voix manquait de conviction alors que les larmes coulaient sur mon visage. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord du lit d'hôtel et j'ai finalement craqué complètement. La trahison était profonde. Non seulement l'invasion de mon espace, mais le front uni de ma famille contre moi, leur mépris total de mes sentiments et leur volonté de manipuler et de mentir pour obtenir ce qu'ils voulaient. En désespoir de cause, j'ai appelé ma meilleure amie Julie, qui vivait dans un autre département. Alors que je lui racontais toute l'histoire, son indignation en ma faveur était réconfortante après des jours de manipulation mentale de la part de ma famille. Sol,
Ils ont complètement tort, m'a-t-elle assuré. Il ne s'agit pas d'être égoïste ou matérialiste. Ils ont violé ta confiance et ton domicile d'une manière fondamentale. Ne les laisse pas te retourner la situation. Mais s'ils ont raison, j'ai murmuré, donnant voix à ma peur la plus profonde. Et si je suis égoïste en n'aidant pas ma sœur quand elle en a besoin? Il y a un monde de différence entre aider quelqu'un et se faire pirater sa vie entière sans consentement, a souligné Julie. Tu as déjà beaucoup aidé Camille. Cela a dépassé toutes les limites raisonnables. Alors que nous parlions, Julie m'a aidé à voir le schéma qui avait existé tout au long de mon enfance, le favoritisme de mes parents envers Camille, l'attente que je serais toujours la responsable tout en renflouant ma sœur, la manipulation émotionnelle chaque fois que j'essayais d'établir des limites. Tu dois reprendre le contrôle, a conseillé Julie. Pas seulement de ta maison, mais de toute cette dynamique. Il compte sur toi pour s'aider afin de maintenir la paix, comme tu l'as toujours fait. Au moment où nous avons raccroché, mes larmes avaient séché, remplacées par un sentiment de résolution croissant. Il ne s'agissait plus seulement de ma maison. Il s'agissait de défendre ma personne contre une vie entière de violations de limites déguisées en obligations familiales. J'ai passé la nuit à rechercher mes options légales et à faire des plans. Au matin, j'avais une voie claire à suivre et la détermination de la suivre, quel qu'en soit le coût émotionnel. Ma famille avait forcé cette confrontation, et pour une fois, je n'allais pas reculer pour maintenir la paix. Le lendemain matin, j'ai rencontré Marc, mon ami agent immobilier, dans un café local. Son expression était un mélange de culpabilité et d'inquiétude alors que je m'approchais de sa table. « Sol, je suis tellement désolé », a-t-il commencé immédiatement. « Je n'avais aucune idée que ta sœur vivait là-bas. Je n'ai fait que des vérifications extérieures comme nous l'avions convenu, et quand j'ai appelé pour rapporter, tes parents ont toujours dit que tout allait bien. Si j'avais su. » J'ai écarté ses excuses. « Ce n'est pas ta faute, Marc. Ils t'ont délibérément tenu dans l'ignorance, tout comme ils l'ont fait avec moi. » Après avoir commandé du café, j'ai expliqué toute la situation, l'occupation non autorisée, les serrures changées, les dommages à ma propriété et la position unie de ma famille selon laquelle je devais simplement accepter l'invasion. Marc a écouté attentivement, son comportement professionnel revenant alors que je parlais. Quand j'ai eu fini, il a sorti sa tablette et a ouvert un dossier. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir », a-t-il dit en tournant l'écran vers moi. « Avant ton départ pour le Japon, tu m'as autorisé à chercher des propriétés potentielles à Annecy, tu te souviens? Tu avais dit que si je trouvais quelque chose correspondant à tes critères, je pourrais mettre en vente ta maison actuelle, sous réserve que tu approuves la nouvelle propriété. J'avais presque oublié notre conversation au milieu du chaos de la préparation pour le Japon et de la crise actuelle. Je l'ai trouvé, Sol, a continué Marc, me montrant des photos d'une superbe maison contemporaine nichée au pied des montagnes. Elle remplit tous les critères de ta liste de souhaits, bureau à domicile avec vue sur les montagnes, suite parentale au rez-de-chaussée, caractéristiques durables, proche des sentiers de randonnée mais toujours près du pôle technologique pour le travail. La propriété était en effet parfaite, exactement ce que j'avais cherché de manière décontractée au cours des 2 dernières années, attendant la bonne opportunité. Le timing ne pouvait pas être meilleur, a expliqué Marc. Le marché d'Annecy est très dynamique en ce moment, et ta maison actuelle se vendrait rapidement avec un profit significatif, surtout avec les améliorations que tu as apportées. J'étais sur le point de t'appeler au Japon quand tes parents m'ont dit que tu prolongeais ton séjour. Encore un mensonge de ma famille, mais leur tromperie m'avait involontairement fourni la solution parfaite. Faisons-le, j'ai dit avec décision. Mets-la en vente, cette propriété à Annecy. Marc a semblé surpris par ma décision immédiate. Tu es sûr? Tu ne veux pas voir la maison d'Annecy en personne d'abord? Programme une visite cette semaine, j'ai accepté, mais commence le processus maintenant. Je veux avancer le plus vite possible. Alors que Marc prenait des notes, j'ai partagé mon autre préoccupation. Je dois d'abord faire expulser légalement Camille de ma maison. Quelles sont mes options? Marc m'a recommandé un avocat spécialisé en immobilier, et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi. Au déjeuner, j'avais une compréhension claire du processus d'expulsion et du calendrier impliqué. Puisque Camille n'avait pas de bail et n'avait jamais payé de loyer, elle était légalement considérée comme une occupante non autorisée plutôt qu'une locataire. Cela simplifiait quelque peu le processus, bien que la loi française exigeait toujours un préavis formel et un délai raisonnable pour qu'elle déménage. 30 jours est la norme, a conseillé l'avocat. Étant donné que des enfants sont impliqués, un juge considérerait probablement cela comme raisonnable.
Je peux préparer la vie formelle dès aujourd'hui. Bien que le processus légal soit simple, je savais que les conséquences émotionnelles seraient complexes. Ma famille considérerait cela comme la trahison ultime, entraînant potentiellement une rupture permanente. Étais-je prête pour cette possibilité? J'ai pensé au dîner de Noël, au matin de Nouvel An et à la confortable supposition que la famille serait toujours là. Puis je me suis souvenu du collier endommagé de ma grand-mère, de mes livres ruinés et du mépris total de ma famille pour mes sentiments et mes limites. Procéder à la vie, ai-je dit à l'avocat, et je voudrais également documenter l'état actuel de la propriété. Ce soir-là, j'ai rencontré Julie par appel vidéo pour continuer à affiner ma stratégie. Ayant travaillé dans la gestion de crise d'entreprise, elle avait des idées précieuses sur la façon de gérer les confrontations difficiles. Tu as besoin de documenter tout, a-t-elle conseillé, photos des dégâts, enregistrement des changements non autorisés, copie de toutes les communications. Suppose que cela pourrait se retrouver devant les tribunaux, même si ce n'est pas le cas. J'ai passé la journée suivante à photographier méticuleusement chaque pièce, notant les changements et les dommages, et à collecter des preuves des activités non autorisées de Camille, de l'inscription scolaire utilisant mon adresse à la tentative de demande de prêt utilisant ma maison comme garantie. J'ai également mis en place un système de sécurité avec des caméras extérieures qui envoyaient des alertes à mon téléphone, non pas parce que je craignais la violence, mais pour documenter toute tentative de retirer ou d'endommager la propriété une fois l'avis d'expulsion signifié. La planification stratégique m'a aidé à retrouver un sentiment de contrôle. Mais le fardeau émotionnel est resté lourd. Chaque nuit dans ma chambre d'hôtel, je luttais contre des vagues de chagrin, de colère et de doute. Étais-je en train de réagir de manière excessive? Cette rupture permanente avec ma famille en valait-elle la peine? J'ai programmé une séance vidéo avec le docteur Dubois, une thérapeute qui m'a aidé à reconnaître les schémas de manipulation et d'abus émotionnels qui avaient caractérisé mes relations familiales pendant des années. Ce que vous vivez est le brouillard des dynamiques familiales dysfonctionnelles, a-t-elle expliqué. Peur, obligation et culpabilité. Ce sont des outils puissants utilisés pour maintenir des schémas malsains et empêcher les individus d'établir les limites nécessaires. Elle m'a aidé à voir que mon désir d'autonomie et de respect n'était pas égoïste. C'était essentiel pour mon bien-être. La crise actuelle n'avait pas créé le dysfonctionnement dans ma famille. Elle avait presque exposé ce qui était toujours là. À la fin de la semaine, j'avais élaboré un plan complet avec des échéanciers clairs et des options de secours. J'ai visité la propriété d'Annecy et en suis tombé amoureuse immédiatement, soumettant une offre compétitive qui a été acceptée le jour même. Marc a mis en vente ma maison actuelle, en programmant les visites publiques pour qu'elles commencent après la période d'expulsion de 30 jours afin d'éviter les complications. Sur la base des ventes comparables, il s'attendait à de multiples offres bien au-dessus du prix demandé, surtout sur le marché des vendeurs actuels. J'ai établi un réseau de soutien d'amis qui comprenait les problèmes de limites familiales, programmé des séances de thérapie régulières et me suis préparé à la probabilité que mes parents mettent à exécution leur menace de me renier. La veille de la signification de l'avis d'expulsion, je me suis assise seule dans ma chambre d'hôtel et j'ai écrit une lettre que je n'avais jamais l'intention d'envoyer. Une dernière expression de mes sentiments à ma famille, reconnaissant à la fois mon amour pour eux et mon besoin de briser les schémas malsains qui avaient défini notre relation pendant des décennies. En scellant la lettre et en la rangeant, j'ai ressenti un sentiment de paix surprenant. Quoi qu'il arrive ensuite, je me défendais enfin après une vie de compromis et de concessions. Le coût pourrait être élevé, mais pour la première fois, je croyais vraiment que j'en valais la peine. L'avis d'expulsion formel a été livré à Camille par un huissier le lendemain matin. J'ai délibérément choisi de ne pas être présente, sachant que la réaction initiale de ma sœur serait volatile et voulant éviter une scène devant les enfants. Comme prévu, mon téléphone a explosé d'appels et de SMS dans l'heure. J'ai laissé la plupart aller à la messagerie vocale, lisant les messages de plus en plus frénétiques et en colère avec un étrange détachement. « Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur » a demandé la voix de ma mère dans un message. 30 jours, ce n'est pas du tout suffisant pour qu'elle trouve un endroit approprié pour les enfants. Ce n'est pas comme ça que la famille traite la famille, a déclaré mon père dans un autre, son ton froid de désapprobation. Tu dois retirer cet avis légal ridicule immédiatement avant de détruire cette famille de manière permanente. Les messages de Camille étaient plus émotionnels, alternant entre la rage et les supplications larmoyantes. Tu as toujours été jalouse de moi, a-t-elle accusé dans un SMS. Tu aimes me regarder souffrir. Puis, quelques instants plus tard, s'il te plaît, Sol, les enfants sont enfin stables ici. Ne leur fais pas ça. Ce sont ta nièce et ton neveu.
J'ai répondu par un seul SMS à tous les trois, je suis prête à discuter d'une aide à la transition pour Camille, y compris une aide pour les cautions ou un logement temporaire. Ce que je ne suis pas prête à discuter, c'est la poursuite de l'arrangement actuel. Le délai de 30 jours est maintenu. Cette offre d'aide financière, que je voulais sincère, n'a rien fait pour désamorcer la situation. Au lieu de cela, ma famille l'a interprété comme la preuve que j'avais les ressources pour résoudre les problèmes de Camille et que je choisissais de ne pas le faire par méchanceté. Ta sœur n'a pas besoin de ta charité, a rétorqué ma mère dans sa réponse. Elle a besoin de ta compassion et de ta compréhension. L'argent n'est pas un substitut à la décence. Pendant ce temps, j'ai organisé une évaluation professionnelle de la propriété pour documenter l'état actuel de la maison, créant une base de référence pour tout dommage supplémentaire qui pourrait survenir pendant la période d'expulsion. Le rapport était exhaustif et troublant. Au-delà des changements esthétiques que j'avais déjà remarqués, il y avait des problèmes de dégâts des eaux dans la salle de bain d'amis, des installations cassées qui n'avaient pas été signalées et des signes d'infestation parasitaire dus à un manque de propreté. Chaque jour, je vérifiais les images de la caméra de sécurité, notant le défilé de membres de la famille et d'amis visitant la maison, vraisemblablement en train d'élaborer des stratégies pour contester l'expulsion ou aider Camille à déménager. J'ai reconnu mes tantes, oncles et plusieurs amis de la famille, tous l'air sombre à leur arrivée et en colère à leur départ. Le 5e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu qui s'est avéré être Thomas, l'ex-mari de Camille. Sol, cette expulsion affecte mes enfants, a-t-il commencé sans préambule. Jacques fait des cauchemars et la maîtresse de Léa dit qu'elle pleure à l'école. Je suis désolé d'entendre ça, j'ai répondu sincèrement. Mais la situation a été créée par Camille et mes parents, pas par moi. Écoute, a continué Thomas, son ton devenant plus raisonnable que tout ce que j'avais entendu de quiconque d'autre dans cette épreuve. Je comprends que tu sois bouleversé par leur emménagement sans permission. Ce n'était pas cool. Mais les enfants sont innocents là-dedans. Ne peux-tu pas trouver une solution ? Peut-être leur donner plus de temps ? J'ai offert d'aider avec les frais de transition, j'ai expliqué. Étage 30 jours est le délai standard. Camille savait que cet arrangement n'était pas permanent. L'a-t-elle vraiment su, a demandé Thomas. Tes parents lui ont dit que c'était une solution à long terme. Ils lui ont même suggéré d'inscrire Léa à l'école primaire locale pour toute l'année. Cette nouvelle information était exaspérante mais pas surprenante. Mes parents n'avaient jamais eu l'intention que ce soit temporaire. Ils avaient prévu que Camille établisse sa résidence chez moi indéfiniment. Après 10 jours sans communication directe de ma famille, sauf des messages de colère, j'ai reçu une lettre formelle d'un avocat représentant Camille, affirmant qu'elle avait établi des droits de locataire et exigeant une prolongation de 6 mois du calendrier d'expulsion. Mon propre avocat a rapidement rejeté ces allégations, soulignant que sans bail, sans paiement de loyer ou ma permission, Camille n'avait aucun statut légal de locataire. Il a répondu par une lettre ferme mais professionnelle réitérant le délai de 30 jours et avertissant contre toute tentative d'endommager la propriété ou d'empêcher la vente légale de la maison. Cette réponse légale a semblé enfin convaincre ma famille que j'étais sérieuse. Mon père a appelé, son ton significativement moins hostile que dans les messages précédents. Solange, a-t-il commencé, peut-être pouvons-nous en discuter raisonnablement. Ta mère et moi comprenons que tu sois contrarié de ne pas avoir été consulté. C'était une omission de notre part. Une omission, j'ai répété. Vous avez fait emménager une autre famille dans ma maison sans permission, changé les serrures et menti pour m'empêcher de le découvrir. Ce n'est pas une omission, papa. C'était une tromperie délibérée. Nous essayons d'aider Camille dans une situation difficile, a-t-il insisté. Nos intentions étaient bonnes. L'enfer est pavé de bonnes intentions, j'ai cité. Et les bonnes intentions ne justifient pas la violation des limites ou des droits de propriété de quelqu'un. Et si nous formalisions l'arrangement, a-t-il suggéré. Camille pourrait payer un loyer, signer un bail. Tu n'aurais même pas à traiter directement avec elle. Nous pourrions gérer ça. La maison est vendue, j'ai déclaré fermement. J'ai accepté une offre sur une autre propriété et j'ai mis celle-ci en vente avec Marc. Il y eut un long silence avant que mon père ne parle à nouveau, sa voix tendue par une colère contenue. Tu vends la maison juste pour contrarier ta sœur ? C'est une nouvelle bassesse, Solange. J'envisage de déménager depuis plus d'1 an, je l'ai corrigé. Marc cherchait déjà des propriétés avant mon départ pour le Japon. Cette situation a juste accéléré mon calendrier. Alors c'est ça ? Tu jettes ta sœur et ses enfants et tu déménages ? Et la famille ?
Et mes sentiments et mes droits, papa? Pas une seule fois dans toute cette épreuve, personne dans cette famille n'a reconnu que ce que vous avez fait était mal. Vous essayez toujours de me faire passer pour la méchante parce que j'attends un respect élémentaire pour ma propriété et mes limites. La conversation s'est terminée sans résolution, tout comme toutes les autres interactions avec ma famille pendant cette crise. Mais quelque chose avait changé. Il semblait enfin comprendre que je ne me laisserais pas manipuler ou culpabiliser pour céder. 2 semaines après le début de la période d'expulsion, Marc m'a informé que nous avions reçu 5 offres sur ma maison, tout au-dessus du prix demandé. La meilleure offre était près de 20% au-dessus de mon prix de vente, avec des contingences minimales et une date de clôture flexible pour s'adapter à la situation actuelle. Les acheteurs sont-ils au courant du problème d'occupation? J'ai confirmé. Oui, Marc m'a assuré. J'ai été transparent sur le processus d'expulsion de 30 jours. Ils sont prêts à attendre une possession propre. J'ai accepté l'offre, fixant une date de clôture 2 semaines après la date limite d'expulsion pour laisser le temps à toutes les réparations et nettoyages nécessaires. Le lendemain, je me suis rendu à la maison, me préparant à une autre confrontation. Il était temps d'informer Camille directement de la vente imminente et de ce que cela signifiait pour son calendrier. Je l'ai trouvée dans la cuisine, étonnamment seule. Les enfants étaient à l'école et la maison était plus calme que je ne l'avais vue depuis mon retour. Nous devons parler, j'ai dit, déclinant son offre automatique de café. La maison a été vendue. Les nouveaux propriétaires prendront possession dans environ 5 semaines. Le visage de Camille a pâli. Tu l'as vraiment vendue sans même me le dire? Je te le dis maintenant, j'ai répondu calmement. Et tu es au courant de l'expulsion depuis plus de 2 semaines. Mais je pensais. Elle a laissé sa phrase en suspens, et j'ai pu voir la réalisation lui apparaître que ce n'était pas un bluff ou une tactique de négociation. Où sommes-nous censés aller? C'est quelque chose que tu dois résoudre, j'ai dit. J'ai proposé une aide financière pour les cautions ou un logement temporaire. Cette offre tient toujours. Tu sais ce que coûtent les locations dans cette région, a-t-elle protesté. Et la plupart des endroits veulent une preuve de revenu que je n'ai pas encore. Mon travail ne commence que dans un mois. Maman et papa ont une maison, j'ai souligné. Ils pourraient t'accueillir temporairement. L'expression de Camille m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur cette suggestion. Nos parents avaient été heureux de proposer ma maison mais étaient apparemment peu disposés à ouvrir leur propre foyer à elle et aux enfants. Ils ont dit que leur maison n'est pas adaptée aux enfants, a-t-elle murmuré, confirmant ma suspicion. Cela ressemble à un problème entre toi et eux, j'ai répondu, essayant de maintenir ma résolution malgré l'éclair de sympathie que je ressentais. Le fait est que tu dois quitter cette propriété dans les 16 jours. Alors que je me retournais pour partir, Camille m'a appelé, sa voix petite. Sol, je suis désolé pour le collier de grand-mère. Je n'aurais pas dû le prendre sans demander. C'était la première excuse sincère que j'avais reçue de quiconque dans ma famille, et elle m'a prise au dépourvu. Un instant, j'ai revu la petite sœur que j'avais protégée et aimée toutes ces années, avant que les schémas de droit et de favoritisme ne se soient solidifiés. Merci pour ça, j'ai dit doucement. J'apprécie les excuses. Plus tard dans la journée, ma mère a appelé avec ce qu'elle considérait clairement comme un argument convaincant contre la vente. Camille a demandé un logement social, mais il y a une liste d'attente, a-t-elle expliqué. Si tu vas jusqu'au bout de cette vente, tu rendras ta sœur et ses enfants sans abri. Ou, j'ai rétorqué, toi et papa pourriez leur offrir votre chambre d'amis temporairement ou aider avec les frais de location. Il y a des options qui n'impliquent pas ma maison. Nous avons un revenu fixe, Solange. Nous ne pouvons pas nous permettre de subventionner un autre ménage. Moi non plus, maman. Et ce n'est pas juste de s'attendre à ce que je renonce à ma maison indéfiniment à cause de la situation de Camille. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être si cruel, a-t-elle dit avant de raccrocher. Les derniers jours de la période d'expulsion ont été tendus mais relativement calmes. Grâce aux caméras de sécurité, j'ai observé un exode progressif de possession, des meubles chargés dans un camion emprunté, des cartons transportés par des amis et des membres de la famille. 3 jours avant la date limite, j'ai reçu un court message de Camille, nous serons partis d'ici vendredi. J'ai loué un logement à Clamart avec l'aide de Thomas. J'ai ressenti un étonnant soulagement qu'elle ait trouvé une solution, même si je reconnaissais que cette résolution ne guérissait pas les blessures plus profondes de nos relations familiales. Le dernier jour, je suis arrivé avec Marc et un serrurier pour changer les serrures une fois de plus. La maison était vide des biens de Camille et des enfants, bien que les dommages et les altérations soient restés, murs peints,
tapis taché, parquet en bois dur rayé. Les réparations seront déduites de tes recettes, m'a rappelé Marc. Mais étant donné le surplus que tu obtiens par rapport au prix demandé, tu t'en sortiras toujours bien. Alors que nous traversions la maison vide, j'ai trouvé une note scotchée au réfrigérateur, écrite de la main de ma mère. J'espère que ta maison vide t'apportera plus de bonheur que ta famille. Le chantage émotionnel était si prévisible qu'il m'a presque fait rire. Au lieu de cela, j'ai retiré la note et l'ai rangée avec la lettre non envoyée que j'avais écrite des semaines plus tôt, des artefacts d'une dynamique familiale qui avait finalement atteint son point de rupture. Ce soir-là, alors que je m'installais dans ma chambre d'hôtel pour ce qui serait l'une de mes dernières nuits en ville, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. « Je ne suis toujours pas d'accord avec la façon dont tu as géré cela », a-t-il commencé d'une voix rauque. « Mais ta mère et moi avons accepté de laisser Camille et les enfants rester avec nous jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de permanent. C'était aussi proche d'une concession que je pouvais espérer obtenir. Je suis contente de l'entendre, papa. Allons-nous te voir avant que tu ne déménages à Annecy ? » La question contenait une richesse de complexité non dite et une reconnaissance de la rupture, peut-être même une tentative de rameau d'olivier. Je ne sais pas, j'ai répondu honnêtement. J'ai besoin de temps. La famille, c'est pour toujours, Solange, a-t-il dit, son refrain habituel. Les conséquences de la façon dont nous nous traitons les uns les autres aussi, j'ai répondu doucement. Après que nous ayons raccroché, j'ai regardé autour de la chambre d'hôtel impersonnelle qui avait été ma maison pendant des semaines. Bientôt, je serais dans une nouvelle ville, dans une maison qui était vraiment la mienne, sans le poids des attentes familiales malsaines pesant sur moi. Le coût avait été élevé, peut-être une rupture permanente avec ma famille. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais tenu bon pour défendre mes propres limites. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes, non pas en tant que pacificatrice perpétuelle et résolveur de problèmes que ma famille avait toujours attendu que je sois. Dans ce moment de clarté, malgré tout, je me sentais étrangement libre. 6 mois après le drame de l'expulsion, je me tenais dans mon nouveau salon à Annecy, regardant la lueur alpine transformer les sommets des Alpes en une brillante nuance de rose. La maison contemporaine, avec son mur de fenêtres faisant face aux montagnes, s'était avérée être tout ce que j'espérais, paisible, privé et entièrement à moi. La vente de mon ancienne maison s'était déroulée sans autre complication. Le prix de vente final était 22% au-dessus de mon prix demandé, fournissant un coussin substantiel pour l'achat de cette propriété et les rénovations nécessaires pour réparer les dommages que Camille et ses enfants avaient laissés derrière eux. Marc avait géré le processus de clôture sans faute, et les nouveaux propriétaires, un jeune couple de professionnels, semblaient ravis de la maison malgré son histoire récente. Il prévoit de repeindre de toute façon, m'avait dit Marc avec un clin d'œil. Donc Camille leur a en fait épargné une partie du travail de préparation. Le déménagement à Annecy représentait plus qu'un simple changement de décor. C'était un nouveau départ, une manifestation physique des limites que j'avais commencé à établir pendant le processus d'expulsion. Mon nouveau système de sécurité domestique comprenait des caméras et une serrure électronique avancée qui me permettait d'accorder des codes d'accès temporaires aux visiteurs. Plus de double de clés cachées dans le garage que les membres de la famille pouvaient découvrir en mon absence. La communication avec ma famille est restée minimale et tendue. Camille et les enfants avaient en effet emménagé chez nos parents, une situation qui, selon ma tante Hélène, le seul membre de la famille qui appelait encore régulièrement, mettait la patience de tout le monde à l'épreuve. Les vastes pièces de loisirs que ma mère avait déclaré rendre leur maison impropre aux enfants avaient été rapidement reconverties en chambres. Et le revenu fixe, qui ne pouvait pas subvenir aux besoins d'un autre ménage, s'étirait d'une manière ou d'une autre pour accueillir 3 personnes supplémentaires. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire à Jacques et Léa avec de généreuses cartes cadeaux en euros incluses. Mes problèmes avec leur mère et leurs grands-parents n'étaient pas de leur faute, mais sinon, j'ai maintenu ma distance alors que je traitais la trahison et gérais mes sentiments avec le docteur Dubois, ma thérapeute. L'éloignement familial est rarement un événement unique, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances. C'est généralement l'aboutissement de schémas de longue date qui atteignent finalement un point de rupture. Nous avions identifié ces schémas dans ma famille, l'attente que je me sacrifierais toujours pour les besoins de Camille, le mépris de mes sentiments et de mes limites, la manipulation émotionnelle chaque fois que j'affirmais mon indépendance. L'invasion de la maison n'avait été que la manifestation la plus dramatique de dynamique qui avait existé toute ma vie. Est-ce que cela devient plus facile ? J'ai demandé au docteur Dubois lors d'une séance particulièrement difficile après que ma mère m'ait laissé un message vocal en pleurs m'accusant de détruire cette famille. La culpabilité s'estompe, m'a-t-elle assuré.
Au fur et à mesure que vous construisez une vie épanouissante avec des relations plus saines, l'absence de dynamique toxique devient sa propre récompense. Et je construisais cette vie. Ma promotion après le succès du projet japonais s'était accompagnée d'une augmentation de salaire substantielle et de la flexibilité de travailler à distance la plupart des jours. J'ai rejoint un groupe de randonnée locale, me suis lié d'amitié avec mes voisins et j'ai même recommencé à fréquenter après des années passées à me concentrer principalement sur ma carrière. Mon nouveau cercle d'amis comprenait plusieurs personnes qui comprenaient les problèmes de limites familiales par expérience personnelle. Nous nous appelions en plaisantant les « orphelins des fêtes » et avions commencé à planifier des rassemblements pour les célébrations traditionnellement axées sur la famille comme Noël et le jour de l'an. La famille de sang n'est pas la seule sorte de famille, m'a rappelé mon voisin Thierry, qui n'avait pas parlé à son père émotionnellement abusif depuis une décennie, lors d'une de nos matinées café. La famille que tu choisis t'aime souvent plus authentiquement que celle dans laquelle tu es né. Quelques mois après avoir déménagé à Annecy, j'ai reçu un email inattendu de Thomas, l'ex-mari de Camille. Lui et Camille s'étaient réconciliés et avaient trouvé un appartement ensemble, quittant la maison de mes parents et travaillant à reconstruire leur relation. Je voulais te remercier, a-t-il écrit, me surprenant. Aussi difficile que fut l'expulsion, elle a forcé Camille à faire face à de dures vérités sur la dépendance et le droit. Nous sommes tous les deux en thérapie maintenant, individuellement et en couple, et les choses vont mieux qu'elles ne l'ont été depuis des années. Il a inclus une photo récente de Jacques et Léa souriant devant leur nouvel immeuble. Ils demandent de leurs nouvelles de tante Sol, a-t-il ajouté. Si tu es un jour ouverte à cela, je sais qu'ils aimeraient avoir de tes nouvelles directement. J'ai envoyé un colis aux enfants la semaine suivante, des livres, des jeux éducatifs et une lettre leur parlant des rapaces qui nichaient près de ma nouvelle maison. Je n'ai fait aucune promesse de visite, mais j'ai laissé la porte ouverte à de futures communications. Mes parents étaient une affaire plus compliquée. Après des mois de messages de colère et de chantage émotionnel, ils étaient passés à une stratégie de faire comme si rien de significatif ne s'était passé. Les SMS occasionnels de ma mère posaient des questions sur le travail et la météo, comme si nous nous rattrapions simplement après une semaine chargée, et non pas que nous naviguions dans les conséquences d'une rupture familiale majeure. Le docteur Dubois m'a aidé à reconnaître cela comme un schéma courant dans les familles dysfonctionnelles, le refus de reconnaître le conflit ou les méfaits, l'attente que les relations continuent sans changement malgré des violations significatives de la confiance. C'est à vous de décider les termes de toute relation renouvelée, m'a-t-elle rappelé. La réconciliation sans reconnaissance des problèmes sous-jacents n'est pas vraiment une guérison. Avec ces conseils, j'ai établi des paramètres clairs pour mon contact limité avec mes parents, de courts appels téléphoniques une fois par mois, pas de visites inopinées, une limite facilitée par les 2 heures de route entre nous, et un désengagement immédiat s'il tentait. NT de me culpabiliser à propos de la situation de la maison ou de ma distance avec Camille. Je suis prête à travailler vers une nouvelle relation, j'ai dit à mon père lors d'un tel appel, mais pas en faisant semblant que le passé n'a pas eu lieu. Toi et maman avez fait des choix qui ont endommagé ma confiance. Reconstruire cela prendra du temps et des efforts de la part de tous. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, il a soupiré. Nous essayons d'aider ta sœur. Je sais, j'ai reconnu. Mais vous l'avez fait en me faisant du mal. Les deux choses peuvent être vraies à la fois. Cette conversation n'a pas résolu magiquement nos problèmes, mais elle a établi une base pour une guérison potentielle, basée sur l'honnêteté plutôt que la prétention. Ma mère est restée plus résistante à la reddition de comptes, mais même elle a commencé à reconnaître de petites manières que leur approche avait été problématique. Nous aurions dû te parler d'abord, a-t-elle admis lors de notre dernier appel, bien qu'elle ait immédiatement ajouté, mais nous savions que tu dirais non. Petit pas, a dit le docteur Dubois en parlant de ces petites reconnaissances. Le chemin vers des dynamiques familiales plus saines, si tant est qu'il soit possible, se mesurerait en années, pas en semaines ou en mois. Alors que le printemps fleurissait à Annecy, apportant des fleurs sauvages au sentier derrière ma maison, je me suis retrouvé à réfléchir aux leçons de l'année écoulée avec une gratitude surprenante. L'invasion de la maison, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait forcé à affronter des schémas que j'avais acceptés pendant des décennies. Elle avait clarifié mes valeurs et renforcé ma détermination à vivre selon elle, indépendamment de la pression familiale ou des attentes sociétales concernant l'obligation. J'avais appris qu'aider les autres ne devait pas exiger le martyre. Que la générosité librement donnée était différente du sacrifice extorqué par la manipulation. J'avais découvert que me défendre, bien qu'initialement inconfortable et rencontrer une résistance, conduisait finalement à une plus grande paix que la capitulation constante n'en avait jamais apporté. Plus important encore,
J'avais appris que les relations familiales, comme toutes les relations, exigeaient un respect mutuel pour prospérer. L'amour sans limite n'était pas vraiment de l'amour du tout. C'était une dépendance malsaine qui entravait la croissance des deux côtés. Alors que je regardais le coucher de soleil depuis ma terrasse ce soir-là, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant une grande partie de ma vie. L'avenir de mes relations familiales restait incertain. Mais j'affrontais cette incertitude depuis une position de force et de connaissance de soi, plutôt que de vouloir anxieusement plaire aux autres. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se passerait selon mes termes, à mon rythme, à ma manière, et cela faisait toute la différence. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Quelle a été la partie la plus difficile pour vous? La culpabilité, la confrontation, ou toute autre chose? J'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales compliquées et la recherche de votre propre chemin. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour des relations saines. Merci d'avoir écouté mon parcours.